Alors, bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je veux d'abord m'excuser d'avoir été obligé de reporter la conférence qui était prévue au mois d'avril pour cause de confinement que j'étais. J'ai été en contact avec une personne qui avait eu la COVID. Alors, cette conférence-là du mois d'avril, on va la voir aujourd'hui, ce qui n'empêchera pas de se revoir dans 2 semaines, voir la conférence, effectivement, celle du mois de mai, qui était prévue au mois de mai. Je voudrais d'abord faire une mise au point. J'essaie toujours dans mes conférences d'inclure des artistes féminines. C'est pas toujours évident parce qu'il y a tellement un débalancement entre les sexes dans le monde de l'art. Il y a tellement plus de peintres connus masculins que féminins. C'est pas que les femmes avaient moins de talent, c'est qu'à l'époque, l'accès aux grandes écoles d'art, telles que l'École des Beaux-Arts de Paris, leur était carrément interdit. Et les seules femmes qui ont réussi à percer, c'est parce qu'elles ont suivi des cours, si on veut, privés avec des artistes ou dans des ateliers privés. Aujourd'hui, vous allez être gâtés, on va en voir 3 artistes féminines. À date, on a vu, comme artiste féminine, on a vu Marie Cassatt, Frida Kahlo, Berthe Morisseau, Françoise Sullivan, sans oublier Camille Claudel et Hélène Frankenthaler. Aujourd'hui, celles qu'on va voir, ce sont Antonia Bañuelos, une Espagnole du 19e siècle, Tamara de Lempicka, une Polonaise contemporaine, et la Québécoise Kitty Bruno, qui est décédée l'année dernière. Alors, allons voir le plan de la conférence d'aujourd'hui. Alors, on va commencer avec le Britannique John Collier, suivi de l'Américain Andy Warhol. Le mouvement du mois qu'on va explorer, ce sont les plasticiens, un mouvement super québécois. Puis la peintre Kitty Bruno, dont je viens de parler, l'Italien le Tintoret, le peintre flamand bien connu Rembrandt. La techno du mois, c'est le pastel. Ensuite, l'Espagnol Antonia Bañuelos, le peintre impressionniste très connu Claude Monet, et on va terminer avec la polonaise Tamara de Lempicka. Alors, allons-y avec M. Collier, qu'on voit ici, le pinceau entre les dents. Ce peintre britannique est né à Londres en 1850 et est décédé en 1934. Son style a été marqué par le pré-raphaélisme. Il a été le plus grand portraitiste de sa génération. Entre autres, il a été vice-président de la Société royale des peintres portraitistes. Allons voir son œuvre. D'abord, la mort de Cléopâtre. M. Collier était très méticuleux et très minutieux dans son travail. Alors, il s'est rendu jusque dans le sud de l'Égypte pour visiter ce temple, parce que semble-t-il que c'est là que Cléopâtre serait décédée et il voulait reproduire la scène exactement comme ça s'est produit. Alors, Collier nous montre Cléopâtre gisant après s'être suicidée avec un poison, tandis que ces 2 savantes se sont enlevées la vie également. Il y en a une qui est carrément sur le plancher et l'autre est en train de pencher dangereusement vers le divan. Collier ne parle pas de l'aspic, ce serpent qui est censé avoir causé la mort de Cléopâtre, parce que, semble-t-il, ça n'a jamais été prouvé. Tannhäuser au Vennisburg de 1901. Tannhäuser est le 5e opéra composé par Richard Wagner et comporte 2 thèmes principaux. Premièrement, l'opposition entre amour sacré et amour profane, ainsi que la rédemption par l'amour. L'action se situe au XIIIe siècle. Alors, le héros de l'opéra est ce chevalier captif consentant de la déesse Vénus dans la grotte d'amour de celle-ci. Le dernier voyage de Henry Hudson. Lors d'un voyage d'exploration en Arctique pour trouver le passage du Nord-Ouest, Henry Hudson et ses fils ont été largués au large après une mutinerie de la part de l'équipage. On sent le désespoir dans l'attitude des protagonistes devant le sort inéluctable qui les attend. La Belle au bois dormant.
Ce tableau est un élégant témoignage de la survie du pré-raphaélisme au XXe siècle. Cette légende avait été perpétuée par Charles Perrault, comme tout le monde connaît, au XVIIe siècle, et avait été reprise au XIXe siècle par les frères Grimm et par le poète Tennyson. À travers les fenêtres du palais, on remarque le boisé dense que le prince devra franchir pour ramener la belle à la vie. Ce tableau se veut évocateur d'un état d'âme plutôt que l'illustration d'un conte. Ève, 1911. Ève semble vouloir s'échapper d'un danger, mais en se dirigeant vers une forêt qui semble tout sauf hospitalière. Collier semble sympathique à cette pauvre femme démunie qui s'aventure vers l'inconnu total. Le mariage de convenance. Ce tableau a été amplement commenté par la presse à son époque. On voit la mère à gauche, dans une pose de défiance, face à l'autre personnage qu'on peut imaginer être sa fille. Celle-ci est écrasée au sol dans un état de détresse complète. Peut-être vient-elle d'apprendre que son mariage a été arrangé avec une personne dont la richesse va assurer la sécurité financière de la famille, maintenant que le père n'est plus là. La prêtresse de Delphi. Ce tableau donne vie à une ancienne prêtresse du nom de Pythia au temple d'Apollon à Delphi. Assise sur un tabouret dans le temple, elle livrait des messages qui lui auraient été soufflés par Apollon lui-même. Ces prophéties étaient très respectées en Grèce et on consultait l'oracle avant de prendre toute décision importante. Circé. Collier nous montre ici la magicienne Circé assise sur l'herbe en compagnie d'un tigre. Elle appuie son torse sur le dos de l'animal tandis qu'un ocelot repose son museau sur ses pieds. Sa beauté voluptueuse ne laisse pas transparaître sa grande puissance, pourtant visible dans l'attitude des animaux totalement sous son emprise. Le laboratoire. Dans ce tableau, Collier illustre une histoire entre cette jolie jeune femme et le vieil alchimiste. Elle essaie de lui ravir une pipette qu'il tient dans sa main droite. Quelle est donc cette histoire? Mystère. La fille prodigue. Au début du 20e siècle, c'était la mode de produire des tableaux problèmes, dont l'interprétation était ambiguë et qui encourageait les spectateurs à offrir des compréhensions personnelles de ses œuvres. Une jeune fille vient d'interrompre ses parents vieillissants dans leur lecture. Cette toile est ambiguë car la fille prodigue ne semble pas prête à s'amender et à regretter ses gestes. Les Godiva. Ce tableau ne fait pas que représenter cette histoire mythologique, mais le fait de montrer une jeune femme nue à cheval est la synthèse de toutes les idées des pré-raphaélistes, c'est-à-dire dans leur quête de la beauté féminine et du rapprochement avec la nature. Cette Godiva était une dame saxonne qui, au début de l'an 1000, a traversé la ville de Coventry en Angleterre pour convaincre son mari de diminuer les impôts que ses sujets devaient payer pour financer ses campagnes militaires. Lilith. Ce portrait de la figure mythique jeune Lilith qui aurait été la femme d'Adam, selon une des versions de la Bible. Lilith serait disparue, ne voulait pas venir retrouver son époux, préférant vivre seule en démon. Clytemnestre. Clytemnestre est un personnage de la mythologie grecque. Elle a été la reine de Mycène et a assassiné son mari Agamemnon. Au moment du départ des navires pour la guerre de Troie, Artémis impose à Agamemnon de sacrifier sa fille Iphigénie pour apaiser sa colère. Lorsque Agamemnon revient à Mycène après la destruction de Troie, la conspiration ourdie par Clytemnestre l'attend dans le palais pour le tuer. Clytemnestre incarne bien la rancune féminine face à la menace qui pèse sur sa progéniture. Voici M. Collier dans un tableau tout à fait trompe-l'œil. On va passer maintenant à M. Andy Warhol, un tout autre genre. Ce peintre américain est né en 1928 à Pittsburgh. Il est décédé à New York en 1987.
Il a été un des principaux représentants du mouvement du pop art. On dit de lui qu'il a été un des grands artistes du 20e siècle. Au début des années 60, il réalise ses 5 premiers tableaux inspirés des comic books. En 1962, il participe avec Roy Lichtenstein, Yves Klein et Niki de Saint-Phal à la première manifestation du pop art dans une galerie de New York. En juin 1968, il a échappé de peu à la mort quand une certaine Valérie Solanas, une militante féministe, qui lui avait confié le manuscrit d'une pièce de théâtre, lui tire dessus. Ce dernier, Warhol avait jugé la pièce trop obscène et eu le malheur de perdre la seule copie du texte qui existait. Elle vida le chargeur au complet, il l'atteignit au poumon, à l'estomac, à la rate, à l'ésophage et au foie. Warhol s'en est tiré de justesse, mais il a dû porter un corset jusqu'à la fin de ses jours. Marilyn Monroe, 67. Cette année-là, Warhol a créé une entreprise de publication de ses lithogravures. Celle-ci a été la première. Il a utilisé le même cliché comme modèle dont il s'était servi dans une dizaine de peintures. Il a utilisé un pochoir avec l'image photographique et 4 autres pour chacune des couleurs de l'image. Mao, 72. En 72, le président Nixon s'était déplacé en Chine pour rencontrer Mao, le grand timonier de la révolution culturelle. Cet événement a frappé l'imagination de Warhol qui a utilisé la photo qui a servi dans la campagne publicitaire de la révolution qui a duré 10 ans en Chine. Ces couleurs flamboyantes suggèrent qu'il y a un parallèle entre la propagande politique et la publicité capitaliste. Elizabeth Taylor, 1965. Warhol avait fait un portrait de cette comédienne bien connue en 1963. Il a utilisé pour sa gravure une photo publicitaire du film Butterfield 8. Cette réalisation est typique de son style pop art avec ses couleurs pleines et vibrantes. Mickey Mouse. Gravure fait partie du portfolio des personnages mythiques de Warhol. Ces personnages incluent le Père Noël, Superman et Dracula. Pour lui, ces personnages capturent l'imagination des gens autant que les personnages de la mythologie grecque ou romaine. Toutes ces gravures sont parsemées de poudre de diamant, ce qui produit un effet chatoyant. Jackie Kennedy, 64. Contrairement aux autres portraits de Jackie Kennedy qu'il avait peint d'après des photos prises lors de l'assassinat de son mari, John Kennedy, Red Jackie est basé sur une photo prise par le photographe officiel pour la campagne électorale présidentielle de 1960. À partir de cette photo, Warhol lui a raccourci les cheveux, changé un peu l'orientation de sa tête pour qu'elle ressemble à la gravure de Marilyn. Série de vaches. Un marchand d'art l'avait un jour mis au défi. Pourquoi ne peignez-vous pas des vaches, M. Warhol? Celui-ci a relevé le défi et quand ce même marchand d'art a vu cette vache rose sur un fond jaune vif, il a été choqué. Lors de son exposition au Whitney Museum de New York en 1970, cette œuvre faisait partie du lot. Ensuite, Campbell, 62. Warhol s'est approprié des images familières de la culture de la consommation, parmi lesquelles on trouve la soupe en conserve largement consommée de Campbell. À l'époque, cette compagnie fabriquait 32 variétés. Comptez-les, il y a 4 rangées de 8, ça fait bien 32 variétés de soupe. Alors Warhol s'est tapé de la production de chacune d'elles. La première soupe produite par Campbell en 1897 était la soupe à la tomate. 5 $. 81. Non seulement Warhol reconnaît ouvertement qu'il aimait l'argent, lui qui était né dans la pauvreté, mais il aimait aussi le dessin et la peinture. Au début des années 80, il réalise toute une série de dessins et de peintures du signe du dollar. Cette grande toile est basée sur un dessin au feutre et à l'encre. Même les éclaboussures d'encre ont été conservées. Série sur les fleurs. Il a commencé à travailler sur cette série à l'été 1964 pour l'exposition à la galerie Leo Castelli de New York à l'automne. Il a travaillé sur des toiles de format carré. Ceci permettait d'accrocher les toiles dans plus d'un sens.
Cette série a utilisé la sérigraphie, le crayon, l'acrylique, même la peinture fluorescente. Banane, de 67. 45 ans après sa première apparition, cette banane reste une des images les plus populaires et désormais controversées de l'artiste. En effet, en 1967, le groupe de musique populaire de Velvet Underground a sorti son premier album avec sur sa couverture cette banane de Warhol. En 2017, une bataille juridique a eu lieu pour savoir si cette image appartenait au groupe musical ou à Warhol. Coca-Cola, bouteille verte, pardon. 62. L'image d'une seule bouteille de coke répétée autant de fois au-dessus du logo de l'entreprise représente bien le phénomène de masse de cette boisson. La répétition de l'image est permise par la sérigraphie, mais les contours noirs autour de certaines bouteilles ont été faits à la main. Les flacons sont légèrement de travers, ce qui les fait paraître artisanaux et épurés. Bouteille de boîte de brio, 1964. Warhol, en ayant recours à une imagerie inspirée par la publicité et les médias, dénonce la séparation qui existe entre l'art et la culture de masse. En représentant ces emballages de produits domestiques, il attire l'attention sur la signification de ces objets qui symbolisent la société de consommation, impersonnelle et commerciale dans laquelle nous vivons. Pour avoir longtemps repoussé son opération de la vésicule biliaire qui avait emporté son père, il subit finalement cette opération en février 1987. Hélas, le lendemain, une attaque cardiaque lui enlève la vie, probablement après une vie marquée par l'abus de drogue et de médicaments. Est-ce qu'il y a des questions sur les commentaires sur M. Warhol? On va passer au mouvement des plasticiens. Au Québec, après la révolution provoquée par les automatistes en 1948, après la publication du Refus global, une seconde véritable avant-garde apparaît rapidement à Montréal. En effet, en 1955, un premier groupe d'artistes expose au café-restaurant Lichouli et il s'affiche comme étant des plasticiens. Il publie un manifeste dans lequel, en réponse à l'élan spontané des automatistes, il proclame la nécessité d'une abstraction géométrique principalement axée sur l'épurement et l'agencement des éléments plastiques. Cependant, en 1956, Guido Molinari et Claude Tousignan radicalisent le propos en exposant les tableaux Hard Edge. Puis, en 1958, les peintres Belzile, Leduc, Toupin et Junot participent à une exposition à l'École des Beaux-Arts de Montréal intitulée Art abstrait, dont le catalogue est la forme de manifeste en faveur de l'abstraction géométrique, un peu comme on voit sur un tableau de Mondrian. Aussi d'autres tableaux faits par des plasticiens. Bon, maintenant, Kitty Bruno, cette peintre québécoise, qui est souvent associée au post-automatiste, mais en vérité, elle ne fait partie d'aucune école de mouvement en particulier. Elle a développé un style qui lui est propre. Née à Montréal en 1929, elle est décédée l'an dernier à Calgary. Elle avait étudié à l'École des Beaux-Arts de Montréal à la fin des années 40. En 1950, elle quitte pour Paris dans le but de poursuivre ses études en peinture et de se perfectionner en danse, car elle était aussi danseuse, tout comme sa contemporaine Françoise Sullivan, que l'on a déjà étudié. En 1952, pour gagner sa vie, elle danse avec les ballets de Rouen. En 1954, après un séjour de 6 mois à Montréal, pendant un séjour de 6 mois à Montréal, elle danse à la télévision de Radio-Canada avec la troupe de Nounia Chériev, la fondatrice des grands ballets canadiens. En 1955, elle se joint à la troupe du réputé chorégraphe Maurice Béjart. En 1958, elle revient au Québec pour s'installer à Saint-Sauveur, puis à Sainte-Adèle. Enfin, Kitty part s'établir à Percé, où elle aura maison et atelier sur l'île Bonaventure. Ce long séjour sera marquant dans son œuvre picturale. Voici son tableau, s'intitule Mon île. C'est à l'île Bonaventure qu'elle va vivre un tournant majeur. Elle abandonne l'abstraction lyrique pour faire le choix délibéré de l'art figuratif. Elle élabore un style qui va la laisser libre de créer selon son imaginaire.
Si Kitty fait dorénavant appel à la figuration, sa gestuelle expressionniste est toujours là et le contenu de ces images ne peuvent pas pour autant être assimilés à l'option figurative de Bella. C'est là que l'île va s'emparer d'elle pour ne plus jamais la quitter. Masque fan. L'intérêt de Kitty pour les cultures autochtones ne cesse de croître durant les années 80. Elle assiste à de nombreux powwows au Québec et en Alberta. Un masque n'est pas ce qu'il représente, mais ce qu'il transforme, dira-t-elle. Le masque, dans son œuvre, apparaît dans toute une série de dessins et de peintures. Elle se préoccupait aussi du sort des indigènes d'Amérique du Sud. Le masque du chaos. Ce tableau exprime la vision tragique d'un être dépossédé en proie à une menace de mort. Envahissant tout l'avant-plan, ce masque au visage déformé par le gris et le noir est marqué à certains endroits de couleurs stridentes comme des plaies vives. Ses traits sont distordus, sa bouche meurtrie, le doigt balafré par l'aile de l'oiseau noir. Le contraste des couleurs est propice à faire ressentir le caractère repoussant de la figure. Cercle éternel. Dans ce tableau, c'est le mouvement gératoire qui crée la structure et entraîne tout l'univers familier de l'artiste. Poissons, oiseaux, humains et maisonnettes sont emportés dans un tourbillon qui accentue le sens évolutif d'une aventure sans fin. L'île habitée. Kitty reprend ici le thème du tableau Mon île, qui est habitée d'oiseaux et d'animaux pendant que les bateaux de pêche se promènent autour d'elle. On va regarder d'autres de ses œuvres. D'abord, À la dérive, Une île sur le dos, Derrière l'île de 1978, Cerf-volant de 1983, Trois pêcheurs de 1975, un portrait très attendrissant de ses voisins, et Cœur en cabané de 2006. Depuis plusieurs décennies, Kitty, son vrai prénom c'était Marguerite Bruno, se révèle comme une poésie de l'existence dotée de drame et d'ironie que la vie nous réserve. Sa peinture s'est imposée par l'abondance et la richesse des couleurs, des formes qui n'oublient pas les êtres, les animaux et les objets. Est-ce qu'il y a des questions sur Mme Kitty Bruno? Oui. Il y a des signes chinois, peut-être, là? Sur la barrière. Là? Ouais. Je ne sais pas si c'est chinois. Puis sur un autre tableau, il y avait plein de petits signes qui ressemblaient à des signes chinois. Ah, Elle n'est pas allée en Chine? pas que je sache, non. Hein? Non. Je n'ai pas de réponse à vous donner, malheureusement. Ou au Japon, je ne sais pas, mais c'est des signes. Orientaux? Ouais. OK. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Je vais chercher ça, moi, pendant que Paul parle. Okay. On va passer à l'artiste suivant, le Tintoret. Un peintre italien qui est né à Venise en 1518 et qui est décédé en 1594. Il est associé au mouvement maniériste de l'école vénitienne. En fait, le Tintoret, c'était son surnom parce que son père était teinturier. Teinturier, Tintoret. Il a donc été élevé dans un monde de pigments, donc de couleurs. Pendant une brève période, il a été l'élève du grand Titien. Certains vont jusqu'à dire qu'il a dépassé ce dernier dans la maîtrise des couleurs et des ombres, s'inscrivant ici parmi les plus grands du style vénitien. Il y avait aussi une grande admiration pour Michel-Ange. Le clair-obscur joue un rôle important dans ses œuvres, les rendant encore plus dramatiques, ses mises en scène. Premier tableau, récupération du corps de Saint-Marc. Les doges de Venise, ceux qui étaient les gens au pouvoir, les grands patrons à Venise, étaient en féroce compétition avec les dirigeants de Rome. Pour marquer un grand coup, ils chargent deux de leurs marchands de se rendre à Alexandrie en Égypte
Pour récupérer le corps de Saint Marc l'Évangéliste qui était mort martyr il y avait 800 ans. Rendu sur place, les marchands ont vite repéré le couvent où je trouvais les restes du martyr. Ils mirent celui-ci dans un grand sac, contrairement à ce qu'on voit de l'image, parce que l'image n'est pas très réaliste. La dépouille mortelle a plus que 800 ans. Je ne pense pas qu'elle soit dans cet état-là. Alors, ils le mettent dans un grand sac, ils mettent sur le dessus du sac des têtes de porc, parce qu'ils devaient passer devant les douaniers avant de rembarquer sur leur bateau. Et comme les douaniers égyptiens étaient musulmans, qui sont allés réfractaires au port, ils ont dû aller, passer. Alors, ils sont retournés à leur arrivée à Venise en un grand triomphe, car enfin Venise allait pouvoir se considérer comme l'égale de Rome. Cette dernière avait les reliques de Saint-Pierre et maintenant Venise avait celle de Saint-Marc l'Évangéliste. Pour célébrer cet heureux événement, les Doges ont ordonné la construction de la basilique Saint-Marc, où reposent actuellement les reliques du Saint-Martyr. Saint-Sébastien. Cette œuvre a été réalisée dans le cadre de la décoration intérieure de la grande école San Rocco. Le Tintoret avait commencé ce travail en 1560. Le cycle décoratif de la salle se compose de 33 peintures. Celle-ci est exécutée sur le mur opposé à l'autel avec 2 peintures montrant des figures gigantesques, dont ce Saint-Sébastien, victime des flèches des troupes romaines. On peut comparer ce tableau avec la même scène représentée par l'Espagnol Ribera, qu'on a déjà vu, et le Pérugin. Est-il devenu vue de dos? Ces dessins anatomiques ont été réalisés par un fusain rehaussé de blanc sur papier. Le Tintoret faisait des modèles en cire de ses sujets pour les étudier sur différents éclairages afin d'optimiser la version définitive qu'il voulait peindre. Le jugement dernier. Cette année-là, le Tintoret exécute le jugement dernier pour l'église de la Madonna dell'Orto. L'artiste humanise les murs de la chapelle pour seulement 100 ducats, à peine le prix des matériaux. Il ne fait pas l'affaire de ses compétiteurs. Cette œuvre se rattache à des thèmes que le peintre a rencontrés lors de ses méditations sur les textes sacrés. Alors ça, c'est son tableau du jugement dernier. On peut le comparer avec celui que Michel-Ange a fait dans la chapelle Sixtine. Tarquin et Lucrèce. Le geste brutal de Tarquin, arrachant le collier de perles de Lucrèce, est prémonitoire du viol à venir de celui-ci. Ce geste fait par le fils du roi de Rome aurait incité le peuple à renverser la monarchie pour établir la République. Avec ses distorsions expressives de l'anatomie, de l'espace et son traitement vibrant de la lumière, le Tintoret est représenté comme un des instants les plus violents de cette saga. On peut la comparer avec la même scène qui a été faite par son professeur de Titien. Un autre tableau du Tintoret, c'est le Christ mort entre 2 anges. Le Christ à moitié enveloppé de son linceul est soutenu par un ange qui le regarde avec douleur. Ce tableau touchant a été repris 300 ans plus tard par Édouard Manet, l'impressionniste, plus grand admirateur du Tintoret. On est loin des sujets des peintres impressionnistes, vous en conviendrez. L'origine de la Voie lactée. Ce tableau représente la création de la Voie lactée selon la mythologie grecque. Le mythe raconte que Zeus, profitant du sommeil de son épouse Héra, met au sein de son fils Héraclès, fruit de sa relation avec Alcimonde. Car c'est seulement en suçant le lait de la mère des dieux que son fils pourra devenir éternel. L'enfant réveille la femme en saisissant un de ses seins avec trop de force, ce qui fait gicler une partie du lait vers le ciel, créant ainsi la Voie lactée. Marie-Madeleine repentante. Cette pénitente croise les doigts, mais ses mains sont tournées vers le haut, comme sa prière suppliante. Ce qui est plus bizarre dans ce tableau, c'est le tissu très grossièrement tressé qu'elle porte à son bras comme un énorme cobra enroulé.
Le cou du serpent entoure le bras de Marie-Madeleine. Cet animal était le symbole de la stabilité et de la paix pour les Orientaux, alors que dans la religion chrétienne, il est toujours le symbole du mal. La dernière scène, par le Tintoret. Ce décor est l'un des chefs-d'œuvre du Tintoret. Il traite la scène d'une façon fort différente que ne l'avait fait son aîné Léonard de Vinci. Sa manière est moins sèche que celle du Florentin, plus noire aussi. Le Tintoret installe des personnages au premier plan pour créer comme un écran avec le spectateur, ce qui donne une mise en scène saisissante. On dit que le traitement des personnages est qualifié de maniériste, car le Tintoret les représente dans des attitudes complexes, penchées ou contorsionnées. Alors, on va se laisser sur le portrait de M. Tintoret vieillissant et on va prendre une pause de 5 à 10 minutes pour prendre un café et que c'est encore. Merci. J'ai regardé pour Kitty Bruno. Elle a fait des voyages en Chine et au Japon, mais il faudrait peut-être vérifier un peu plus loin si elle est restée longtemps, parce qu'elle a fait des voyages en Amérique du Sud, en Colombie, au Pérou, au Tibet, en Chine et au Japon. Donc, il faudrait peut-être faire des recherches si on veut aller un petit peu plus loin. Merci. Elle a voyagé beaucoup cette personne-là, hein? Oui. C'est facile qu'elle ait écrit. Elle a épousé le poète Serge Gilbert, qui était un haïtien qui était un opposant à Duvalier. J'ai une belle toile d'elle, moi. Il y a une des reproductions, là. Oui. Le fond. Oui. Dans le fond, il y avait. Oui, il y avait des signes chinois. J'ai remarqué. OK. Moi, j'ai pas remarqué. Oui, j'ai remarqué Dans le fond, là. Oui. Il y avait le fond quelques est blanc, signes. c'est ça. Il y a des signes noirs, puis il y a le dessin, le motif en premier plan. Moi aussi, je me suis posé la question. Il y a les yeux, les mains, mais sur la clôture, là, comme si c'était. Un nez, c'est pas sur la barrière. Ça serait très clair. C'est Et quand il y a la toile, c'est plus évident sur la toile, je trouve, des signes chinois. Mais vous l'avez fait Pas tant trop, mais chez nous. Pas ici, on viendra pas dans le lac. Non, non. Parce que ça fait décoratif. Je ne sais pas si ça a un sens, si ça veut dire quelque chose, mais au moins c'est décoratif. Non, mais c'est pas si on a eu, si ça a eu la question de cette influence, c'est pas la même. Autant les décorations, on a vu parce qu'elle fait beaucoup de toiles sur les communes, mais je ne sais pas sur c'est ça, il y a déjà un genre de congé. Ah oui, c'est La madame se demande c'est que l'artiste Parce que c'est pas facile. l'artiste Oui. Il y a une petite signature. C'est Sylvie la Chapelle. Sylvie? Sylvie la Chapelle. On va se lever, Suzanne. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Hey, attends, C'est qui non, je suis pas tannante, je suis vivante. Pas pareil. On va reprendre avec Rembrandt. Ce grand peintre néerlandais est habituellement désigné par son seul prénom. Il est né en 1606 et décédé à Amsterdam en 1669. Il est considéré comme étant un des plus grands peintres de l'histoire, surtout de la peinture baroque. Sa vie s'est déroulée dans ce que les historiens appellent le siècle d'or néerlandais, c'est-à-dire le XVIIe siècle, durant lequel la culture, science et commerce ont atteint leur apogée. Une des caractéristiques de son œuvre est l'usage qu'il faisait du clair-obscur, une technique qu'il avait apprise du Caravage. Il a été aussi réputé pour son style rugueux par opposition au style lisse et fini de ses contemporains. Les scènes de ses toiles sont vivantes et intenses,
Jamais il n'a cherché à représenter la beauté ou la richesse. Ce qu'il veut montrer, ce sont la compassion et l'humanité présentes dans l'expression des personnages de ses tableaux. Contrairement à la plupart de ses contemporains, il n'a jamais fait de stage en Italie. En fait, il n'a jamais quitté son pays. La leçon de l'anatomie de 1632. C'est le plus célèbre des portraits de groupe de Rembrandt avec la ronde de nuit que nous verrons tantôt. Il nous montre un cours d'anatomie sur les muscles du bras donné par le professeur Tolpe devant ses assistants animés de curiosité et d'une crainte respectueuse. Pour le jeune Rembrandt, âgé de 26 ans, c'est son premier portrait de groupe. À remarquer le clair obscur omniprésent dans cette œuvre. Le festin de Balthazar. Ce tableau est inspiré par le récit biblique de l'Ancien Testament. On y voit le roi Balthazar qui essaie de déchiffrer sur un mur l'inscription mystérieuse qui commence par ces mots « Mene Tekel ». C'est l'annonce de la chute de Babylone pour sa décadence extravagante, son paganisme dépravé et son impérialisme profanateur. Le roi de Babylone, Balthazar, a organisé un festin pour les nobles de sa cour en présence de ses femmes et de ses concubines. Remarquez la richesse du vêtement du roi, c'est vraiment remarquable. Danaé. Rembrandt représente Danaé nue et alanguie sur son lit. Sans doute, elle s'apprête à recevoir Zeus, avec lequel elle aura comme enfant Persée. Rembrandt avait pris Saskia comme modèle, sa femme. Cette dernière est morte en 1642 et Rembrandt a retouché ce tableau, tel que ça a été prouvé par des rayons X, pour y apposer la tête de sa nouvelle maîtresse. Ce tableau a été vendélisé en 1985 au couteau et à l'acide sulfurique par une féministe, excusez-moi, par un fou. Sa restauration s'est étirée sur 12 ans et n'a été complétée qu'en 1997. L'archange Raphaël quittant la famille de Tobie. Cette toile se retrouve au musée du Louvre. On y représente l'archange Raphaël alors qu'il quitte Tobie et sa famille après s'être identifié. Auparavant, il avait accompagné Tobie dans sa quête pour soigner son père qui était aveugle. Avec le fiel de poisson que l'ange lui avait suggéré, Tobie a réussi à guérir effectivement son père. Tobie avait aussi fait la connaissance de Sarah, grâce à Raphaël, l'épousant celle-ci après l'avoir délivrée du démon. Rembrandt nous montre l'ange qui prend son envol, sa mission divine étant terminée, pendant que Tobie est agenouillé, les yeux tournés vers le ciel, incrédule. La ronde de nuit. C'est une commande financée par les 18 membres de ce corps de milice. Le titre de l'œuvre est erroné et il date du 19e siècle. C'est la saleté et le vieillissement du vernis qui donnaient l'illusion de la nuit. Ce qui pouvait se comprendre car les œuvres de Rembrandt sont souvent obscures. La restauration de l'œuvre commençant en 1947 a permis aux spectateurs d'apprécier le tableau comme les contemporains de Rembrandt avaient pu le faire. Les pèlerins d'Emmaüs. C'est une de ses œuvres les plus célèbres. La scène nous montre le Christ après sa résurrection. Au moment où il rencontre deux disciples à Emmaüs, il leur révèle son identité. Le serviteur à droite en est arrêté dans son élan, ce qui renforce l'impression de surprise des autres personnages. Rembrandt a peint cette scène une dizaine de fois. Le Caravage a aussi représenté les pèlerins d'Emmaüs sur ce tableau. Le syndic de la guilde des drapiers. Cette toile représente 6 personnages en costume noir, portant chapeau et fraises qui vérifient les comptes de la corporation des drapiers d'Amsterdam. Son exécution est sombre et efficace. Le tableau était une commande de cette guilde. Toutes les têtes ne sont pas au même niveau et c'est grâce à ce truc que c'est l'un des portraits les plus animés du XVIIe siècle. L'œuvre fut acquise par la mairie d'Amsterdam en 1771. La fiancée juive.
L'homme, dans un geste protecteur, a passé son bras gauche autour des épaules de la jeune femme. Il pose sa main droite sur la poitrine de sa compagne. Celle-ci répond à ce geste tendre en effleurant légèrement de sa main les doigts de son compagnon. Le tableau représenterait un couple biblique, soit Isaac et Rebecca. Ce qui est intéressant en bas, c'est que le spectateur puisse apprécier l'amour conjugal et l'intimité qui lie ce couple. Van Gogh a dit de ce tableau, quelle intimité, quelle extrême compassion ici. Moi, je suis renversé par la richesse des tissus et des costumes représentés par Rembrandt dans ce tableau. Bethsabée au bain, tenant la lettre de David. On voit une femme sortant de son bain pendant qu'une servante lui essuie les pieds. Son regard est songeur et indécis car elle vient de lire une lettre du roi David qui, l'ayant observé durant son bain, l'invite à son palais. Bethsabée est plongée dans une douce lumière qui souligne son isolement, sa réflexion sur cette invitation qu'elle finira par accepter et qui aura de graves répercussions. La concubine de Rembrandt, alors enceinte, a posé pour la figure de Bethsabée. Lucrèce. Rembrandt a dépeint un mythe au sujet d'une femme du nom de Lucrèce qui a vécu dans l'Antiquité romaine. Elle s'est suicidée pour défendre son honneur après avoir été violée par le fils d'un roi étrusque. Les Romains l'ont reconnue comme héroïne après s'être ainsi sacrifiée. Dans le tableau, Lucrèce porte une robe ornée d'or et des boucles d'oreilles en perles, indiquant qu'elle est une femme riche. Les vêtements sont tachés de sang, signifiant sa propre acceptation de sa mort imminente. Dans sa main droite, elle tire le poignard qui a causé la blessure à son cœur. Le retour du Fils prodigue. Ce tableau représente la scène du Nouveau Testament où le Fils parti, qui a dilapidé sa fortune retourne au foyer paternel et est accueilli par son père qui lui exprime de la compassion. Le personnage central n'est pas le fils, mais bien le père barbu et aveugle, vêtu d'un manteau rouge. Rembrandt nous invite à lire son tableau de la tête miséricordieuse du père, en passant par ses mains ouvertes et jusqu'à son cœur où s'appuie le visage de son fils. Voici un autoportrait de Rembrandt vieillissant. Est-ce qu'il y a des questions sur Rembrandt? Parfait. On va passer à l'info techno du mois, le pastel. Le pastel est un bâtonnet de couleurs utilisé en dessin et en peinture. Il est composé de pigments, d'une charge et d'un liant. On distingue deux sortes de pastels. Les secs peuvent être tendres ou durs, et les pastels gras peuvent être à l'huile ou à la cire. Certains artistes utilisent le pastel un peu comme un fusain basé sur l'utilisation de lignes et d'estompage. D'autres ont une approche picturale en superposant les couches épaisses de couleurs. Les possibilités du pastel sont donc multiples. La vraie force du pastel est assurément la pureté et la vibration de ses couleurs. L'utilisateur de pastel peut utiliser des couleurs pures ou en mélange de couleurs, en les superposant ou en les fondant, ou par un mélange optique en alternant des traits de couleurs différentes. Quand le pastel est appliqué sur un support rugueux, il n'est pas nécessaire ni même conseillé d'appliquer un fixatif, ce qui éteindrait la brillance des couleurs. On va passer maintenant à la peintre espagnole Antonia Bañuelos, dont on voit ici l'autoportrait. Elle est née à Rome en 1856 et décédée en 1921 en Angleterre. Mais qu'elle ait passé la majorité de sa vie en France, elle est néanmoins connue comme étant une peintre espagnole. Elle était de souche aristocratique, étant la fille du comte de Bañuelos. Pour sa formation artistique, elle a étudié avec le peintre Joshua Chaplin, qui était un peintre de style rococo spécialisé dans les portraits de femmes en utilisant des couleurs vives. Son style a influencé la production artistique d'Antonia. Lors de l'exposition du Paris en 1978,
Plusieurs de ces tableaux vont attirer l'attention. 2 ans plus tard, elle expose le guitariste, ses œuvres dont Les Petits Pêcheurs et l'éveil d'un enfant ont été incluses dans le livre Femmes peintres du monde. Excusez-moi. Oui. Moi, je vois des couleurs sur la joue de la dame. Est-ce que c'est mes yeux ou c'est vrai? Les couleurs, tu vois-tu, là? On voit des couleurs, là, oui, ça. C'est-tu la reproduction ou c'est la cheveux, c'est la veille? Parce qu'il me semble que c'était pas là tantôt, ça se peut-tu? Ah, ça, je ne pourrais pas dire. Je sais pas. Ah, en tout cas, ok. Alors, Antonia Baigualo fait partie de ces peintres pour lesquels il existe très peu de documentation, comme je l'ai mentionné en début de conférence. Et là, je ne peux pas vous montrer je ne peux vous montrer que quelques-unes de ces œuvres, et encore là, sans commentaires ou informations supplémentaires. Alors, ce tableau s'intitule La romance espagnole. Celui-ci, Les Petits Pêcheurs. Celui-ci, Le guitariste. Ici, c'est le portrait de la comtesse de Cherchedaigne. L'éveil d'un enfant. Le portrait d'Éléonore Garnier. Celui-ci est sans titre, évidemment, c'est une tête d'enfant à l'intérieur de Rondo, comme vous l'avez remarqué. Le tableau s'intitule La violoncelliste, bien sûr. La jeune fille à la rose. Et on termine par un autoportrait de Mme Bañuelos. On va passer maintenant à Claude Monet. Ce peintre français qui est né à Paris en 1840, il est mort à Giverny, en Normandie, à l'âge de 86 ans. C'est un des peintres fondateurs de l'impressionnisme. Il a bouleversé la vision de la peinture à la fin du 19e siècle. L'impressionnisme figure aujourd'hui comme l'un des mouvements les plus appréciés pour le travail minutieux autour de la lumière et des paysages. C'est dans la ville du Havre que Monet a passé son enfance. Au début, il réalise des caricatures et il finit par attirer l'attention d'Eugène Boudin, un des premiers peintres à travailler en plein air. Lui et Monet sont reconnus comme des précurseurs de l'impressionnisme. On voit ici Monet qui peint pendant que sa femme Camille attend sagement à l'ombre. Alors, allons voir tout de suite ces nombreux chefs-d'œuvre. Celui-ci s'intitule Le Parlement de Londres, bien sûr. À partir de 1890, Monet se consacre à des séries de peintures sur le même sujet, à diverses heures du jour et à différentes saisons. C'est ainsi qu'il a fait des séries sur les meules de foin, sur les peupliers, sur la cathédrale de Rouen, sur le Parlement de Londres et sur les nymphéas. Ici, Monet essaie de rendre les effets de brouillard si particuliers à la capitale anglaise. Chant de coquelicot. Monet peint ce tableau à l'âge de 33 ans alors qu'il habite à Argenteuil sur les bords de la Seine. On voit les coquelicots du titre dans la partie gauche de la toile. Au premier plan, une femme avec ombrelle et chapeau de paille accompagnée d'un enfant. Au second plan, on voit un couple semblable au premier. L'arrière-plan, au fond du champ, est constitué d'une rangée d'arbres avec une maison. Les deux couples mère-enfant dessinent une diagonale qui va dans le sens de la pente du talus. Ça structure le tableau. La partie gauche du tableau est donnée par le rouge et la droite par le bleu. La palette des couleurs de cette toile est plutôt chaude. Terrasse à Sainte-Adresse. 4 personnages sont montrés devant un paysage maritime. Il y a 2 personnes qui sont debout et 2 qui sont assises. La composition est rythmée par des lignes horizontales
qui sont le bord de la terrasse et à l'horizon, et par les gens qui sont debout et les drapeaux qui forment les éléments verticaux. Ces lignes de force donnent un équilibre à l'ensemble de la composition. Le cadrage est large et la vue est en plongée sur les personnages comme s'ils étaient observés depuis une fenêtre. Les couleurs sont réalistes, le bleu et le vert sont les deux teintes dominantes du tableau. Les promeneurs de 1865. On voit ici dans une clairière bien ensoleillée de la forêt de Fontainebleau un couple formé de l'épouse de Monet, Camille, qui pose avec le peintre Frédéric Basile, qui était un ami de Monet. Ce tableau est une étude préalable au tableau plus élaboré qu'il nommera Déjeuner sur l'herbe en 1866. Alors, on voit Basile qui est debout avec un parasol à la main et les autres personnages. Alors, Monet a fait ce fameux tableau 3 ans après que Édouard Manet ait fait son fameux Déjeuner sur l'herbe. Le bateau atelier de 1876. Monet avait acheté ce vieux bateau de pêche après être déménagé à Argenteuil, qui est en banlieue de Paris, sur le bord de la Seine. Ce studio flottant a rendu possible des points de vue autrement inaccessibles sur la Seine. Monet a fait plusieurs tableaux à partir de son bien-aimé bateau atelier. Son ami Édouard Manet a fait ce tableau où on voit Monet sur son tableau avec sa femme Camille, se promenant dans le bateau atelier. Femme à l'ombrelle, un des chefs-d'œuvre de Monet. Cette scène se situe dans le jardin de sa maison d'Argenteuil. La figure humaine prend une place importante dans ses paysages. Ici, il s'agit de sa femme Camille, accompagnée de leur fils Jean. La brièveté du moment dépeint est rendue par des coups de pinceau animés et des couleurs vives. La lumière du soleil brille derrière Camille pour blanchir le haut de son ombrelle et le tissu qui flotte sur son dos. De même, elle garnit des reflets colorés de jaune des fleurs sauvages au premier plan. L'étang aux nymphéas. Ce tableau appartient à la série que Monet a peinte sur les nymphéas, ou les nénuphars si vous allez mieux. Il est actuellement exposé au musée d'Orsay à Paris. Il représente un pont japonais au-dessus de l'étang des nénuphars que Monet avait construit dans son jardin de Giverny. Un autre exemple de la mode du japonisme en France à cette époque. Le peintre met en valeur une harmonie générale avec les camailleux de verre bleutés des plantes aquatiques de l'étang, des roseaux, des bambous et des iris sur les rives en arrière-plan. On voit aussi un saule pleureur. Nymphéas 1910. Les nymphéas ou les nénuphars est une série de peintures sur ce sujet que Monet a peint pas moins de 250 fois ce même sujet durant les 31 dernières années de sa vie. Ces toiles représentent le bassin derrière la maison du peintre à Giverny que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années. À Paris, les principaux lieux d'exposition de cette série sont le musée de l'Orangerie, le musée Marmottan et le musée d'Orsay. La gare Saint-Lazare, l'arrivée d'un train. Ce tableau fait partie d'une série de 12 sur le sujet où Monet représente cette gare parisienne. À ce moment-là, il s'intéressait aux manifestations de la modernité après s'être inspiré des paysages ruraux. Ces 12 toiles sont réalisées dans des conditions atmosphériques variées, avec des points de vue différents. Monet a déclaré à ce sujet « Je me dis qu'il ne serait pas banal d'étudier à différentes heures du jour le même sujet et de noter les effets de la lumière qui modifieraient de façon sensible d'heure en heure l'apparence et les colorations de l'édifice. » Impression soleil levant. Ce tableau que Monet a exposé pour la première fois en 1874 est celui qui a donné son nom à l'impressionnisme. Monet a peint cette toile en une seule séance, tôt le matin, lors d'un séjour dans sa ville natale du Havre. Il peint cette scène du port du Havre, un symbole de la révolution industrielle du 19e siècle. Il est inspiré des scènes marines avec soleil peintes par Delacroix, Boudin
et ce Turner dans le Scarlet Sunset. Chrysanthème. Sur un fond bleu émergeant d'un feuillage vert à peine esquissé, on voit une explosion de fleurs rouges dont la couleur semble glisser jusque sur le tapis de table sur lequel est posé le vase qui les contient. Monet disait « La couleur est mon obsession quotidienne, ma joie et mon tourment. » D'un caractère parfois difficile, prompt à la colère comme au découragement, Monet était néanmoins un grand travailleur. La rue Montorgueil, en 1878. Ce tableau a été réalisé à l'occasion de la Fête nationale des Français et de la clôture de l'Exposition universelle de Paris dans un symbolisme de reconstruction après l'humiliation que les Français avaient subie suite à la défaite face à la Prusse en 1870. Les couleurs vives, la profusion de drapeaux français font ressortir avec force l'atmosphère qui régnait lors de cette journée. Le même jour et dans des conditions similaires, il a peint la rue Saint-Denis, également pavoisée pour la circonstance. La route de Verteuil. Claude Monet a peint 5 vues de la route de Verteuil en direction de la Roche-Guillaume. 3 de ces toiles représentent la route en hiver avec de la neige où on voit les effets de neige de Monet. Aujourd'hui, cette route porte le nom de l'avenue Claude Monet. Étretat. Cette falaise rocheuse en Normandie est le rocher percé des Français. Monet y séjourna à chaque été entre 1883 et 1886, fasciné par le caractère spectaculaire des falaises. C'est là qu'il a découvert la Manuporte, ce qu'on voit sur le tableau. Écoutons-le raconter. Vous ne pouvez pas vous faire une idée des beautés de la mer que j'ai découvertes depuis 2 jours. Mais quel talent il faudrait pour bien rendre ça. Ça rendre fou. Quant aux falaises, elles sont ici comme nulle part ailleurs. Je suis descendu aujourd'hui dans un endroit où j'avais jamais osé m'aventurer autrefois et j'ai vu des choses admirables. Aussi, je suis bien vite revenu chercher mes toiles. La Pie. Monet représente un paysage enneigé à Étretat et témoigne du début du mouvement impressionniste. La Pie, posée sur la clôture dans un paysage hivernal, donne le titre à l'œuvre. Ce tableau pourrait ressembler à un camailleux de blanc. Il y a plusieurs nuances de blanc, mais si on regarde plus attentivement, le blanc laisse place à toutes les couleurs. Monet expérimente la couleur avec des ombres bleutées. Il utilise le blanc de la neige comme miroir pour la lumière. Vers la fin des années 60, Monet commence à diffuser l'idée selon laquelle les sensations doivent être captées dans un tableau. Il entraîna dans son siège Renoir, Sisley et Pizarro. Est-ce qu'il y a des questions sur Monet ou des commentaires? On va passer à la dernière artiste de la journée, Tamara de Lempicka. Ça, c'est un autoportrait de Monet. Voici Madame de Lempicka. Cette peintre d'origine polonaise est née à Varsovie en 1898, alors que son pays faisait partie de l'Empire russe. Elle est décédée au Mexique en 1980 à l'âge de 82 ans. Tamara de Lempicka est une peintre éminemment représentative du mouvement Art déco. Les caractéristiques de ce mouvement, et vous pourrez le remarquer dans ses œuvres, sont la symétrie, les formes superposées, les lignes complexes, la géométrie rectiligne, les courbes aérodynamiques et les couleurs métalliques. Ce mouvement a été en vogue de 1910 jusqu'à la fin des années 30. Elle aimait le champagne, les bijoux, les fourrures et les toilettes de Chanel. Ces tableaux qui mélangeaient esthétique moderne et maniérisme sont à l'image des années folles. Kisette au balcon. Tamara a réalisé plusieurs portraits de sa fille dans un style néo-réaliste. Celle-ci semble être une adolescente alors qu'elle était beaucoup plus jeune en réalité. Les deux femmes auront des rapports difficiles dans leur vie, mais c'est néanmoins sa fille qui prendra soin d'elle au soir de sa vie et qui dispersera ses cendres au Mexique. Jeune femme à la robe verte.
glamour, iconique, cette Vénus des temps modernes incarne la femme du jet-set des années folles. Mais derrière l'image de luxe qui révèle la fine connaissance sur cet artiste des modèles de la Renaissance italienne, le traitement qu'elle a fait du drapé et du corps de son sujet est très sculptural. Elle aimait doter ses modèles d'une aura de mystère et de les représenter comme des femmes puissantes, indépendantes et capables de séduire. Changement de ton, la mère supérieure. Le sujet de ce tableau est sœur Thérèse Delphine, qui était à l'époque supérieure du couvent de Parme. En pâtissage d'inspiration et déprimée, Tamara s'était réfugiée dans ce couvent pour se retrouver. Elle a découvert chez la mère supérieure une personne remplie d'humanité et sensible à la souffrance des autres, et ce qui l'a incité à en faire le portrait. Heureuse de voir que sa pâtissage était terminée, Tamara quitta aussitôt le couvent pour aller faire une croisière de luxe avec son mari. Autoportrait en Bugatti verte, 1929. Tamara a peint ce tableau à Paris qui lui avait été commandé par le magazine de mode allemand Die Dame pour faire leur page couverture. C'est un des tableaux les plus typiques de l'art déco. On la voit au volant d'une voiture de course Bugatti avec des gants et un casque de cuir. Elle donnait l'image d'une beauté froide, riche et inaccessible. La réalité était un peu différente. Elle se déplaçait dans une petite Renault jaune. La musicienne de 1930. C'est une représentation sophistiquée et moderne d'une très jolie jeune femme qui veut passer pour la muse de la musique. Tamara était sur le point d'atteindre le paroxysme de sa carrière. Les aspects sociaux et professionnels de sa vie étaient inextricablement liés, un aspect étant indispensable du succès de l'autre. Pour ce tableau, elle a choisi une amie très chère, Ira Perrault. La convalescente de 1932. Cette même Mme Perrault a aussi servi de modèle pour cette représentation de la tendre et langoureuse convalescente. Tamara parlait avec respect de son amie dont elle vantait la grande beauté. Portrait de Mme Poumpachou. Peint au fait de sa carrière, ce tableau nous montre sa fille Kizette qui quitte le monde de la jeunesse pour se diriger vers l'âge adulte. Elle tient son ourson collé sur son corps comme pour se protéger. On peut la comparer avec l'œuvre de Fernand Léger, Femme au chat. Portrait de Marjorie Ferry. Cette année-là, en 1932, Tamara est au sommet de sa gloire et ses portraits sont les plus demandés par la bourgeoisie parisienne. Tellement les gens sont fascinés par son style pictural unique, mais aussi par sa vie de femme libérée et sa réputation d'amante passionnée. Un riche homme d'affaires britannique lui commanda le portrait de son épouse Marjorie Ferry, une chanteuse de cabaret. Celle-ci est enveloppée d'une simple étoffe de satin, à la façon des déesses de l'Antiquité, simulant ses atouts sur des drapés finement articulés. Nue sur la terrasse de 1925, les représentations de femmes nues par Tamara sont reconnues pour être des emblèmes de l'âge du jazz. Cette puissante figure féminine ressemble à une déesse amazonienne. Ses grands membres se poursuivent au-delà des limites de l'image. Son apparence mécanique et son corps solide et ondulant rappellent les figures puristes que Fernand Léger nous a montrées dans son Petit déjeuner en 1921. Et c'est sur cette dernière image qu'on va vous laisser aujourd'hui. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence et votre attention.